Mélenchon s'est officiellement déclaré candidat à l'élection présidentielle. OMG, on l'attendait tellement, j'en pouvais plus. Là, on sortait des municipales, c'était chiant. On commençait à nous bassiner avec l'union de la gauche, etc. J'en pouvais plus. Bref, je vous renvoie vers le best-of de Zawa Prod, vers les deux best-of de Zawa Prod, parce que hier, du coup, on a réagi en direct avec Raz à l'annonce de sa candidature sur TF1 en direct. Ensuite, on a regardé son interview chez Brut, où il a pu un petit peu plus exposer au long cours, un petit peu son projet politique, sa stratégie, etc., etc. Enfin bref, comme on l'aime souvent, on l'aime généralement mieux souvent dans des formats longs que dans des formats courts. Évidemment, le format TF1, c'était vraiment très resserré. Et surtout, du coup, il y a eu Manuel Bompard qui a été invité à la matinale de France Inter pour commenter cette candidature de Mélenchon à la présidentielle. Et du coup, je proposais qu'on regarde un petit peu ça pour voir un petit peu, du coup, donc bon, on sait que Mélenchon a présenté sa candidature, mais du coup, intéressons-nous au discours médiatique qu'il y a autour de ça. Bon, globalement, ça va être le classique. Pourquoi il se présente, lui, c'est mandat démocratique, c'est la 4e fois qu'il se présente, il avait dit faites mieux. Bon, bref, donc globalement, je suis sûr que les journalistes sont heureux de cette annonce. Et je vous propose qu'on regarde l'interview du coup de Manuel Bompard. Les repoussoirs pour la gauche, personne ne va vouloir voter pour lui. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Inter au moment où votre mouvement se lance officiellement dans la campagne avec le même candidat depuis 2012. Le même candidat depuis 2012. Vous aviez dit faites mieux alors qu'en fait il devait passer la main. Est-ce que il n'y a pas de personne pour le remplacer? Vous aviez pas de gens quand même? Pourquoi lui? En fait, le fait qu'il soit autant en PLS que Mélenchon se présente, ça me rend tellement heureux. Il avait pourtant eu cette formule au soir du premier tour de la dernière élection présidentielle en 2022. Aux jeunes générations des Insoumis, il avait dit « Faites mieux ». Ah oui, faites mieux pour le faire élire. Le message est très clair. Faites une encore meilleure campagne pour que la prochaine fois je sois président. Mais d'ailleurs, et ça c'est un truc... Bon, de toute façon, j'allais dire, est-ce que c'est surprenant que les journalistes ne travaillent pas? Non. Alors ils vont dire non, mais non, on fait la matinale, on doit se lever tôt, on a pas le temps. Faites mieux, c'est-à-dire faites mieux que ma génération qui n'est arrivée à rien. Abattez la citadelle. Ah là, avec la musique de SNK. Non, c'est trop. C'était vraiment le prime, ça, quand même. Enfin, le prime. Non, parce qu'on avait perdu les élections. Mais bref, oui, bon, si les journalistes avaient fait leur travail, c'est-à-dire, regarder vite fait une interview de 2 heures, même pas regarder les 20 premières minutes d'une interview hier soir à 22 heures avant d'aller se coucher, ce qui est quand même pas trop compliqué non plus, bon, voilà. Mais donc, si les journalistes avaient fait leur travail, ils auraient pu noter que Mélenchon a déjà répondu à cette question chez Brut. Chez Brut, Rémi Buzigne lui a posé la question et il a dit je voulais être remplacé, mais les circonstances ont fait que mes camarades ont considéré que j'étais le mieux préparé et le mieux à même de porter cette candidature aussi compliquée, aussi importante, aussi épineuse que probablement la dernière candidature peut-être avant le fascisme en fait. C'est ce qu'on nous annonce depuis des années, que c'est la dernière candidature avant le fascisme. Donc quitte à ce que ce soit avant le fascisme, en fait oui, les gens ils se sont dit du coup c'est Mélenchon qui est le plus prêt pour ça en fait. Donc il y a un truc sincèrement, et encore une fois, moi je vous le répète, en 2022 aussi, il voulait être remplacé. Ça c'est un truc, c'est son obsession. Depuis au moins la mort de François Delapierre, si ce n'est même avant, la conscience que c'est pas un homme seul qui peut porter un camp social entier et qu'il a besoin de faire émerger autour de lui des personnes, des figures qui soient à même de prendre la relève, de porter le combat. Et en fait, le problème c'est que ça implique forcément une période de creux. Une période où, parce que un Mélenchon, ça se fait pas en 2 ans, ça se fait pas en 3 ans, ça se fait même pas en 10 ans. Voilà. Donc, surtout un Mélenchon d'aujourd'hui qui s'est déjà fait en 10, 15 ans. Il voulait se faire remplacer par Delapierre. Delapierre était un petit peu son poulain, celui qui était un de ses inspirateurs stratégiques. C'était un peu un fils spirituel, François Delapierre. Et François Delapierre qui malheureusement est décédé d'un cancer foudroyant. Ça a été un immense deuil à l'époque au parti de gauche et même pour certains anciens camarades du PS qu'il avait connus à l'époque. Et donc Mélenchon, il a travaillé d'arrache-pied à faire émerger autour de lui une équipe qui ne laisse pas seul. Et ça particulièrement, ça va être une campagne extrêmement collective cette année. Mais évidemment que c'est pas parce que tu veux être remplacé et que tu veux que après toi d'autres personnes puissent prendre la relève que ces personnes-là se considèrent pour autant comme prêtes, que ces personnes-là considèrent que tu dois tout de suite passer la main. Et c'est les aléas de ce qui s'est passé en fait, genre stop. Et encore une fois, c'est si les journalistes faisaient leur travail, on sait très bien que les journalistes ne font pas leur travail, ils auraient pu entendre la réponse hier soir chez Brut. Finalement, il y a personne pour faire mieux. On a fait mieux déjà, vous voyez, aux élections européennes de 2024, on a fait mieux qu'aux élections européennes de 2019.
2019, aux élections législatives. Et surtout, 2022, on sort d'une période où il n'y avait que 17 députés. 2017-2022, la période qui est celle du premier mandat de Macron, il n'y a que 17 députés. Il y a quelques cadres qui commencent à émerger. Il y a des députés européens, dont fait partie Manuel Bompard notamment, mais aussi Manon Aubry, qui est quand même, je le rappelle, chef du groupe de la gauche au Parlement européen, c'est quand même pas rien, quoi. Donc il y a quand même une petite équipe. Mais 2022 à 2027 se constitue une encore plus grande équipe, avec cette fois-ci plus de maires, cette fois-ci beaucoup plus de députés, cette fois-ci aussi un peu plus quand même, de députés européens. Et donc une équipe qui est beaucoup plus remplie et qui correspond davantage aux prétentions de la France Insoumise d'être un parti de masse, par exemple. Donc de fait, depuis 2022, il y a eu une amélioration. Il y aura des sénateurs aussi. Il aurait pu y avoir des sénateurs si le PCF avait pas décidé de faire barrage à la France Insoumise, rappelons-le. Mais oui, là, il y a des nouvelles sénatoriales qui arrivent là en septembre, si je me souviens bien. Et ces nouvelles sénatoriales, on a beaucoup plus de force de frappe pour faire élire au moins un sénateur ou une sénatrice. Donc bon. 2022, on a fait mieux qu'aux élections législatives de 2017. Aux élections municipales cette année, on a fait mieux qu'aux élections municipales c'était précédentes. pour lui-même, en fait. Non, c'était pour nous tous. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'on en a fait la démonstration. Et ça, en plus, je trouve que l'élément de langage de « mais il avait dit ». En fait, on sait que vous voulez que l'enterrer. Les Garrido, les Corbière, les Simonet, les Duhamel, tous les Ruffin, etc. Ils ont tous eu l'illusion que « ça y est, c'est bon, il se retire. Ça y est, c'est bon, on n'entendra plus parler de lui, c'est bon, c'est notre tour. » Non, ce sera pas votre tour, en fait. Après, en vrai, il avait dit « faites mieux », juste pas encore possible. Bah oui. Et en vrai de vrai, on a fait mieux, on s'améliore de jour en jour. En fait, c'est juste faites mieux, c'est n'abandonnez pas le combat et acharnez-vous à surpasser vos aînés. Bah voilà, continuons. Genre, en fait, le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini en 5 ans, en fait. Ça continue. Je veux dire, il y a une page entière de l'histoire de la gauche qui a commencé à s'écrire depuis 2012, depuis 2005, on peut dire. Allez. Mais bah oui, c'est ça, d'où la tortue, bien sûr. Il faut s'armer de patience. Je pense qu'il souhaitait pendant longtemps s'arrêter. Oui, et ça, c'est un truc, oui, c'est vrai. Il voulait vraiment se faire remplacer. Mais oui, c'est encore une fois, je vous dis, c'est son obsession. En vrai de vrai, là-dessus, je sais que les gens sont en mode c'est un dictateur, il ne veut pas lâcher la main, il veut le pouvoir absolu, etc. Mais c'est vraiment pas sa personnalité, franchement. En 2027, qui va être marqué par un contexte international, géopolitique, très bouleversé. Et l'analyse collective qui a été la nôtre au sein de la France Insoumise, c'est que face à cette saison des tempêtes, on avait besoin de quelqu'un dont la ténacité, la solidité était en mesure de pouvoir répondre à cette situation très compliquée. Voilà, c'est ça, c'est que c'est pas ton élection présidentielle à la papa. Il y a des fascistes de plus en plus déchaînés en face. Et bah moi, je me mets à la place des gens de l'intergroupe insoumis qui se retrouvent à la réunion pour être en mode bon, qui va endosser ce rôle-là. Bah ils regardent tous vers le vieux en mode en vrai, tu le connais, quoi. Tu sais ce que c'est, tu l'as déjà vécu, c'est le plus à même de nous guider, quoi. C'est aussi que souvent, et ça fait partie un petit peu du discours anti-Mélenchon, de le présenter comme une espèce de dominateur, de patriarche dominateur, qui veut tout décider, de dictateur, qui veut sa place partout, etc., qui veut micromanager absolument tout, etc. Mais la vérité inverse, c'est qu'il y a une vraie admiration des équipes, et c'est pas comme vous diront les Jean-Michel Lameute, Garrido, etc., les semards qui ont voulu faire leur petit putsch qui a pas réussi, là. Parce que du coup, Garrido va dire oui, il s'entoure de gens qui sont jeunes, et du coup, qui ne connaissent que lui, et qui sont aveuglés par lui, etc. Tu vois, c'est un peu leur truc, parce qu'elle a le somme de s'être fait remplacer par plus jeune qu'elle, parce que, désolé, en fait, fallait travailler, peut-être que les jeunes, ils travaillaient plus que toi. Mais ce que veulent vous faire croire les gens qui ont écrit Lameute, les Garrido, etc., c'est qu'ils s'entourent de gens qui sont entièrement redevables à Mélenchon, et du coup, qui sont pieds et poings liés au mélenchonisme, parce qu'ils lui doivent tout. Voilà, c'est vraiment leur papa, leur inspirateur, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que pourquoi il peut aussi s'entourer d'autant de jeunes qui vont vers lui, c'est parce que déjà, il est inspirant pour ces jeunes-là. Et qu'en fait, il y a un respect naturel qui est suscité par sa personne, en fait. Et que oui, au moment où on est dans une période sombre, au moment où on est dans une période désespérante, où il y a vraiment un tournant majeur qui peut se jouer pour notre pays, c'est-à-dire le basculement dans le fascisme, c'est pas rien. C'est logique que les jeunes regardent vers le vieux en mode, on a besoin de ton soutien et de ton expérience pour traverser cette période-là, quoi. Juste objectivement le meilleur à gauche, point, les insoumis l'ont compris, aux autres de l'intégrer à un moment donné. Oui, et aussi ça, c'est juste que c'est le meilleur, quoi. Je veux dire, vous pouvez nous balancer tous les sondages de non, mais les gens ne l'aiment pas, etc. C'est le meilleur, point barre. C'est pas pour rien que vous lui tapez dessus toute la journée, c'est parce que c'est le meilleur. Sinon, pourquoi vous lui taperiez dessus? On sait très bien que vous n'êtes pas de gauche. Pourquoi vous tapez sur lui alors que vous aimez pas la gauche? Normalement, si vous n'aimez pas quelqu'un et que vous voulez le faire tomber, vous tapez sur le meilleur, vous tapez sur le truc sans lequel ils peuvent pas vivre. Du coup, vous tapez sur le meilleur. C'est pour ça qu'on va continuer, nous. Bref.
quand en 2022, et il y a effectivement le contexte et on va y revenir sur les enjeux de cette campagne, quand pendant la campagne de 2022, il affirme Jean-Luc Mélenchon à nos confrères du Dauphiné Libéré qu'il est évident que c'est sa dernière candidature. Quand c'était le 22 mars 2024 sur X, il dit... Mais peut-être qu'il s'est trompé. En fait, c'est que peut-être que c'est pas un être omniscient, omnipotent, qu'il espérait que ce soit sa dernière candidature et que les circonstances font que du coup c'est pas possible. Oui. Je souhaite être remplacé. François Ruffin, Mathilde Panot, Manuel Bompard, ils travaillent avec succès. Oui, mais regardez, il n'en pensait pas un mot quand mais il pas disait du tout tout. ça. Mais regardez Benjamin Duhamel, les gens. Genre vraiment, il prête à Mélenchon une omniscience étrange, quoi. On dirait. Apparemment, c'est nous qui sommes victimes de la secte mélenchonienne et qui avons perdu tout esprit critique face à Mélenchon. Mais du coup, selon Benjamin Duhamel, Mélenchon c'est Dieu carrément. Il a tellement lu l'avenir qu'il aurait pu savoir s'il mentait ou pas. T'es en mode mais non. Genre, et surtout, ce serait vraiment, franchement, ce serait puéril de sa part. Si même, ok, très bien, Mélenchon il est en mode vas-y, je peux y retourner, c'est ma dernière candidature, allez, c'est fini. Déjà, et rappelle que déjà en 2022, il a fallu le pousser au cul. Hein. Je sais que personne veut me croire quand je le dis, mais croyez-moi. Donc ça veut dire que le Mélenchon comme ça, qui est en mode voilà, quand même, c'est ma dernière candidature, c'est fini, faut passer la main, je suis un peu fatigué, je suis pas aussi en forme que j'étais à l'époque, etc. Ça veut dire que il aurait déjà lu l'avenir. Donc il savait déjà qu'à l'avenir, il allait se présenter à nouveau et qu'il a dit ça pour faire croire que, mais en fait que c'était pas vrai. Genre, au pire, genre, y a pas une boule de cristal en fait. Quoi, c'est une boucle sur ce sujet, c'est pour essayer de dire qu'il est autoritaire. Oui, globalement. C'est pour dire qu'il est autoritaire, que c'est un dictateur et que voilà, c'est pour créer de la méfiance et donc de l'éloignement vis-à-vis de lui, quoi. Voilà. Luc Mélenchon était président du groupe parlementaire de la France Insoumise. Il a été remplacé par Mathilde Panot. Il était leader de la France Insoumise. J'en suis aujourd'hui le coordinateur. Et il était président de l'Institut La Boétie. Clémence Guettet, aujourd'hui la coprésidente de l'Institut en 2022. La Boétie. Bah oui, mais je vous ai répondu à cette question. Ouais. On est dans un contexte qui a un contexte particulier. Et la candidature de Jean-Luc Mélenchon est le résultat d'une discussion collective à l'intérieur du mouvement insoumis où on a cherché à mettre sur la table la candidature qui est la mieux à même, la plus préparée pour faire face à cette situation. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui remplit cet objectif. Oui, c'est le meilleur, point barre, c'est le meilleur en fait. En fait, stop, c'est juste, en fait, je pense qu'il faut arrêter, c'est genre juste c'est le meilleur. Voilà, c'est le meilleur. Il est reconnu par ses pairs comme étant le meilleur. Voilà. Même les gens que vous pourriez dire ça pourrait être lui ou elle ou il dit que c'est lui le meilleur. Donc bon, c'est un moment, voilà. Je veux dire, la démocratie, c'est pas quand ça vous arrange. Je vous fais remarquer que grâce à Jean-Luc Mélenchon précisément, vous avez aujourd'hui à la France Insoumise une équipe en mesure de gouverner avec des visages connus qui vont entourer Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne. Et donc, je pense que c'est la seule formation politique aujourd'hui à la France Insoumise qui s'avance groupée, unie, soudée, avec une équipe apte à gouverner ce pays. Et d'autant que, pardon, mais c'est quoi les autres formations politiques aussi jeunes que la France Insoumise qui ont autant de figures nationales identifiées, qui ont de l'engouement derrière elles, etc. Genre au PS, c'est qui le David Guiraud, c'est qui le Bompard, c'est qui la Guettet, c'est qui la Panot au PS? Ils ont qui? Ils ont Jérôme Guedj, le mec essaye désespérément d'exister alors que globalement tout le monde est en mode c'est qui ce type, il dit rien. T'as Boris Vallaud, il est surtout connu pour avoir un gros doigt. T'as François Hollande, il est surtout connu parce que tout le monde le déteste. T'as Karim Bouamrane, il est surtout connu parce qu'il fait la guerre contre des poulets. Enfin, genre s'il vous plaît quoi. Et c'est bien simple, les plus connus du PS c'est parce que les gens ne veulent plus d'eux. Et les moins connus, de toute façon quoi qu'il arrive on s'en bat les couilles de ces gens-là et c'est les mêmes. Mais est-ce qu'il y avait une alternative? Est-ce qu'il y a eu d'autres candidats ou est-ce que hors de Jean-Luc Mélenchon, point de salut? Il y avait la possibilité d'avoir une alternative, puisque moi-même, et c'était peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui comprennent la procédure, c'est-à-dire que nous avons eu une assemblée représentative de la France Insoumise il y a quelques semaines. Nous avons validé, tous les insoumis ont voté sur ce sujet, une méthode d'investiture de notre candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, on a eu une réunion en direction du mouvement de la France Insoumise, et hier, ce qu'on appelle un intergroupe, c'est-à-dire avec l'ensemble de nos parlementaires européens, maires. Moi-même, c'était mon rôle en tant que coordinateur de la France Insoumise. J'ai posé la question de savoir s'il y avait une autre candidature au sein de cet intergroupe. By the way, c'est ce qui s'est fait en 2022 aussi. L'intergroupe était un peu plus restreint, réduit. Mais c'était pareil, c'est en mode qui pense pouvoir y aller, qui se sent d'y aller, qui voilà, et puis évidemment en fait, mais t'imagines, vous imaginez, vous êtes dans cette pièce-là. Il y a Bompard qui vous dit bon, on va réfléchir à la désignation de notre candidature pour l'élection présidentielle de 2027. Qui se sent prêt à affronter cette élection? C'est pas moi, ça va aller quoi. Genre, en vrai, personne n'était volontaire, ouais. Bien sûr que personne n'était volontaire. Ruffin aurait levé la main, du coup il y aurait eu un vote et il aurait pas été choisi. Et je crois que tout le monde, puisqu'il n'y a eu aucune opposition à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est assez complexe. Les gens se rendent pas compte de ce que c'est, mais bien sûr, les gens, vous imaginez, c'est une campagne qui dure 1 an, tu dois enchaîner meeting sur meeting, tu dois avoir tous les trucs en tête, t'as des journalistes qui t'insultent à longueur de journée, t'as ta famille, ta vie
vie privée qui est exposée à tout vent pour essayer de trouver une faiblesse dans ton truc, etc. T'as toutes les paniques morales qui te sont rebalancées dans la tronche. Genre, c'est vraiment, franchement, c'est le degré de pression. Tu dors pas pendant, enfin, genre, c'est une dinguerie, quoi. Genre, désolé, enfin, genre, Rima Hassan, ça fait plusieurs mois qu'elle est suivie, fichée, pistée par la police française pour un tweet. Même d'ailleurs, c'était avant ce tweet, etc. Rima Hassan, elle subit un degré de répression politique. Elle est juste députée européenne. Hein. Elle est juste députée européenne. Oui, c'était avant son tweet. Elle est pistée, suivie partout. Genre, vous croyez vraiment que la personne qui dira ah ouais, je veux bien faire la campagne présidentielle, elle a pas conscience de ça? Qu'elle a pas conscience que il va lui arriver pareil? Oui, il y a des tentatives d'assassinat. Il y a des putains de tentatives d'assassinat. Allô? Est-ce que vous avez à un moment donné, face à cet intergroupe, dit qui est favorable à la candidature de Jean-Luc Mélenchon? Oui. D'abord, j'ai posé la question. C'est quoi, c'est un vote à main levée par Oui, acclamation? à main levée. D'abord, j'ai posé la question de savoir. C'est un vote à main levée par acclamation. Tu vois la question malveillante de Duhamel. Hein. C'est vraiment, c'est à main levée, c'est par acclamation. C'est le plébiscite du chef, comme dans le Parti communiste chinois, comme chez les staliniens. D'abord, j'ai posé la question de savoir au sein de l'intergroupe s'il y allait y avoir une autre candidature, si quelqu'un d'autre souhaitait présenter sa candidature. Ça n'a pas été le cas. Et vous imaginiez vraiment que quelqu'un, dans ce contexte-là, lève la main en disant moi je vais être candidat face à Jean-Luc Mélenchon? Quelqu'un voulait... Mais en fait, je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est en mode, Mélenchon a dit qu'il voulait être remplacé, mais finalement il a menti. Il y aurait eu d'autres candidats. Mais en même temps, vous imaginez quelqu'un qui aurait voulu se présenter. En fait, ils sont terrifiés par le chef. Pose pas tes questions. Si t'as décidé de faire les réponses à l'avance, que Mélenchon est tellement terrifiant que personne n'ose se dresser face à lui, parce que ça sous-entend du coup que vouloir se présenter à l'élection présidentielle serait un affront contre Mélenchon. Allô? Je crois que ce n'était dans l'intention de personne, précisément parce que tout le monde, essayait de comprendre ça, avait une analyse politique de la période, de l'élection présidentielle qui vient, et que je pense que tout le monde a partagé l'idée que dans cette période qui vient, c'était la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui était la mieux à même de représenter la France insoumise dans cette élection présidentielle. Sûr que si un bozo de Horizon a concurrencé Philippe, tout se passerait bien pour lui. Mais oui. Mais que un bozo ou une bozote de LV vienne concurrencer Tondelier. Qu'un bozo du PS vienne concurrencer... Ouais, non, c'est tous des bozos et ils veulent tous se concurrencer globalement. C'est pour ça que ce parti est complètement en train de mourir. Mais oui, enfin... Il essaie de comprendre ça, il est gentil, Manu. Il essaie d'être pédagogique, mais putain, je sais pas comment il fait. Hein. Et c'est pas un peu paradoxal quand on veut une sixième république, quand on réclame plus de démocratie, qu'en interne, ce soit toujours le même chef plébiscité. Mais vous voulez la sixième république, vous voulez plus de démocratie, et pourtant vous n'avez pas de démocratie interne. Alors, c'est intéressant. Elle a pas dit vous avez pas de démocratie interne, parce que ça aurait été difficile, parce que quand même il a dit les militants ils ont voté, et ensuite l'intergroupe il a voté. Donc en fait, comme il y a eu des votes, ils peuvent pas dire qu'il n'y a pas de démocratie, alors que le vote ne veut pas dire la démocratie pour autant. Bref, allez, vas-y, ok, très bien. Elle a abandonné l'élément de langage sur la démocratie interne, mais elle a dit c'est un danger pour la démocratie de voter toujours pour le même gars. Si le gars il est trop chaud et que le peuple veut continuer de voter pour lui, c'est quoi le problème? Donc maintenant, la démocratie, c'est on vote pour qui on veut, mais pas trop, parce que sinon les journalistes ils vont dire c'est pas démocratique. La démocratie, c'est on choisit notre chef, mais si on le choisit trop, ça devient suspect. D'accord. Ça nous en veut pas quand ça vote Macron 2 fois. Ah non, mais je te jure. La démocratie, en l'occurrence, la procédure dont je suis en train de vous parler, elle a été validée par 96,6% des insoumis qui sont plus de 70 000 à avoir voté. Ensuite, vous avez une procédure avec une intergroupe dans laquelle il y avait 90 parlementaires, députés européens, maires nouvellement élus qui ont participé de cet échange. Pardon, mais quand j'en vois Gabriel Attal déclarer sa candidature, par exemple, je ne crois pas qu'il ait suivi une procédure qui soit aussi large et aussi démocratique. Ou Marine Tondelier. Pourquoi elle décrète que c'est elle la candidate? Que celle dont je suis en train de vous parler. Il y a une petite différence, c'est que Gabriel Attal, qui par ailleurs... Non mais je prends cet exemple. Non mais jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore déclaré sa candidature, même si c'est imminent. Jean-Luc Mélenchon, c'est sa 4e candidature. La première était en 2012. Est-ce qu'à un moment donné, quand on est un mouvement, comme le disait Florence, qui prône la 6e République, la sortie de la logique présidentialiste, est-ce qu'à un moment donné, on ne plaide pas pour une forme de... peut-être de renouvellement? Mais le but, c'est pas d'interdire aux gens de se présenter. C'est quoi? C'est genre, t'as le droit de te présenter à des élections. T'as déjà ça pour les mandats. T'as une limite de mandats dans le temps. Tu peux faire que de mandats présidentiels, etc. Ouais, tu vois, c'est un truc en mode, comme ça, on est sûr que c'est pas les mêmes qui verrouillent. Ok, très bien. Mais du coup, c'est quoi? C'est que t'as une limite de mandat et t'as une limite de fois où tu peux te présenter à une élection nationale. C'est quoi la logique? C'est que genre, même si t'as perdu à chaque fois, t'as plus le droit de te présenter à partir d'un moment. C'est bon, tes tickets ils sont épuisés. C'est ça la République en fait. Allô? Alors, il y a deux éléments dans votre question
questions. D'abord, vous avez raison, c'est sa 4e candidature. Je fais remarquer que la première fois, Jean-Luc Mélenchon, il a fait 11%. La deuxième fois, il a fait 19%. Et la troisième fois, il a fait 22%. Donc à chaque candidature à l'élection présidentielle, il a progressé. Et donc c'est plutôt positif quand on progresse. Ça veut dire qu'on arrive à convaincre davantage de personnes. On peut aussi constater, Deuxièmement, Manuel Bompard, que 3 fois, il a échoué à accéder au ça ne second m'a tour. pas échappé, mais la dernière fois, il a manqué un point. On est encore dans le truc de il fait que améliorer ses scores. Oui, mais il a perdu. Ah bon, il a perdu. Je ne savais pas. Je croyais qu'il était président. Genre, vous nous prenez pour des cons ou quoi? Genre, ça va être ça vos arguments là? Non, mais il a perdu. Et puis ça. Et donc j'ai bien l'intention, et nous avons bien l'intention à la France Insoumise de faire en sorte que cette fois, nous réussissions non seulement à nous qualifier au second tour, mais ensuite à l'emporter. Ensuite, vous me posez une question sur la 5e République et le côté présidentiel. Évidemment, et effectivement, dans notre programme, une de nos premières mesures, c'est la volonté de passer à la 6e République et de tourner la page de la monarchie présidentielle. C'est leur meilleur argument. Mais en fait, c'est ça. Hein. Mais encore une fois, c'est comme, pardon de revenir là-dessus, mais c'est comme le fait que pendant son interview aux 20h de TF1, Mélenchon, à un moment, quand Anne-Claire Coudray lui a dit oui, mais vous serez contre le RN au second tour, blablabla, etc. Et que Mélenchon, il a ironisé en mode après, c'est même pas sûr qu'il soit au second tour, sous-entendu, vous arrêtez pas de nous faire le match à l'avance, vous commencez à nous saouler. Que ça a été le seul argument qu'ont trouvé les Garrido, Corbière et Simonet pour dire Mélenchon est irresponsable, il sous-estime le fascisme. Comment ça, il sous-estime le fascisme? Vous êtes en train de ouin-ouin parce que la Nouvelle-France, c'est du communautarisme et c'est lui qui sous-estime le fascisme. À un moment, il va falloir aller se faire foutre aussi. Vous avez ouin-ouin parce qu'il fallait soutenir la Palestine après le 7 octobre parce que le génocide commençait dès la minute 1 de la réponse israélienne. Et il est responsable face au fascisme. À un moment, il va falloir balayer devant votre porte aussi. Hein. Bref, pardon, j'avais besoin de revenir là-dessus. Pardon, désolé, j'avais besoin de m'énerver encore un petit coup. Mais à un moment, ça va quoi. Et en fait, à chaque fois, ils ont un argument. Alors du coup, en ce moment, leur argument au Simonel après, etc. C'est il a dit ça sur l'extrême droite, c'est vraiment irresponsable, etc. L'argument des journalistes, c'est mais quand même, il a perdu 3 fois. C'est quand même, ça fait 4 fois qu'il se présente, il devrait arrêter. Pour pouvoir passer à la 6e République, il faut prendre le pouvoir dans le cadre de la 5e République. Oui. C'est comme ça. Et donc vous hormis si ici vous défendez maintenant l'idée qu'il faut faire autre chose qu'une révolution citoyenne, c'est-à-dire une révolution par les urnes. Et pour faire la révolution par les urnes, il faut gagner les élections. C'est comme ça que ça marche. Encore un point sur les paradoxes qu'il peut y avoir dans cette désignation. Oui, parce qu'il y a plein de paradoxes dans cette désignation et que vous allez vraiment faire paradoxe par paradoxe. Hein. Donc le premier paradoxe, c'est que les gens l'ont choisi alors que c'est quand même bizarre. Deuxième paradoxe, c'est que mais vous voulez de la démocratie. Donc c'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas celui que les journalistes n'aiment pas. En fait, la démocratie, c'est pas les journalistes, en fait. Alors c'est quoi le troisième paradoxe? Vas-y, ça m'intéresse. Attends, rappel. Premier paradoxe, il avait dit faites mieux et c'est lui. En fait, il peut pas prédire l'avenir. Deuxième paradoxe, vous voulez plus de démocratie. Ça n'a rien à voir. Troisième paradoxe, vas-y, dis-nous. Vous avez fait campagne et vous avez fait émerger pendant la campagne des municipales cette thématique de ce que vous appelez la Nouvelle-France. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, élu sénateur pour la première fois en 1986, c'est la Nouvelle-France? Troisième point, c'est un homme blanc de plus de 50 ans. Les droitards, ils aiment trop utiliser le concernisme. Ils aiment trop être en mode oui, mais en fait, c'est un homme blanc de plus de 50 ans, hétérosexuel. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Ce n'est pas très woke. Fermez vos gueules, en fait, au pire. Ça a toujours été un principe de merde, le concernisme, de toute façon. Il a pas encore compris le concept du Hamel. Non, mais en plus, on n'arrête pas d'expliquer le concept de la Nouvelle-France, etc. En fait, la Nouvelle-France, ça part de où? Mais en plus, désolé, tu lis ces bouquins, dans Faites mieux, dans machin, enfin bref, dans tous les trucs, etc. Quand Mélenchon, il théorise la 6e République, il part d'un principe de base, et toute sa théorie de la révolution citoyenne, c'est que la France, elle a changé. C'est que la 5e République, la constitution de la 5e République, a été écrite dans les années 50, à une période où quand même le monde, il était pas pareil, où il y avait pas Internet, où les homosexuels c'était interdit, où en fait, à une période où la France, elle était pas pareille, où la dynamique d'urbanisation était bien moins enclenchée qu'elle l'est aujourd'hui, etc., etc. Et c'est pour ça que du coup, dans toute sa théorisation, comment est-ce qu'il arrive à la Nouvelle-France? C'est qu'il est en mode, nous on est un pays déjà d'une qui change beaucoup de constitutions et ça fait partie de notre culture politique, de une. De deux, la constitution de la 5e République commence à s'essouffler et mon analyse matérialiste, c'est qu'en fait, elle est intervenue à un moment pour répondre à, en écho à une situation matérielle de la France. C'était encore un empire colonial, etc., de fou et tout. Donc la constitution de la 5e République, elle a été créée dans un moment spécifique, correspondant à une époque spécifique de l'histoire française. Et du coup, quand on réfléchit à la Nouvelle-France, c'est qu'en fait, entre-temps, la France, elle a changé. Du coup, il faut analyser différemment pour comprendre quelle forme de constitution, de gouvernance, quelle forme de contrat social correspondrait à ces évolutions de la France.
France. Donc la Nouvelle-France, c'est tout ça. C'est le fait qu'il y a plus de vieux. Bah oui, en fait, Mélenchon, il est dans la Nouvelle-France parce que dans la Nouvelle-France, il y a plus de vieux, parce que les gens, ils vivent plus vieux en meilleure santé. Il y a plus de femmes, parce que les femmes, en fait, oui, ok, dans les années 50, elles pouvaient pas ouvrir un chéquier, un compte en banque sans l'assentiment de leur mari, elles avaient pas le droit à l'avortement, etc. Oui, il y a des choses qui ont changé, c'est ça la Nouvelle-France. Mais le fond, c'est pas un rebrand de créolisation. Non, la créolisation fait partie de l'analyse de la Nouvelle-France, notamment sur la question post-coloniale, la question justement liée à la situation des personnes immigrées et descendants de l'immigration et comment elle transforme le tissu social français. Donc la créolisation fait partie du coup de la Nouvelle-France, mais la Nouvelle-France, c'est le truc beaucoup plus large de... En fait, la Nouvelle-France, ça veut simplement dire le football, il a changé, c'est tout. Il acte la modernisation de la société dans les méthodes de gouvernement. Oui, c'est juste ça, c'est juste ça. Et donc oui, Mélenchon fait partie de la Nouvelle-France, parce que l'histoire de sa famille a été marquée par la décolonisation, parce que c'est un homme vieux qui vit en bonne santé. Son âge le range aussi dans la Nouvelle-France en fait. Parce que dans les années 50, un vieux comme lui, ça aurait été plus compliqué de vivre longtemps, en bonne santé. Bref. Comme s'il y avait d'un certain point de vue la Nouvelle-France qui devait remplacer l'ancienne France, ce que évidemment on n'a jamais dit, on n'a jamais utilisé ce type d'expression. Saviez-vous, Jean-Marie Le Pen ne fait pas partie de la Nouvelle-France parce qu'il est mort. Exactement. Les petits vieux et les petites vieilles qui voient le Technival à côté de leur village et qui vont et qui se disent c'est cool les jeunes et qui vont faire la fête avec les gens du Technival, c'est aussi eux la Nouvelle-France. Voilà. Pour nous, la Nouvelle-France, c'est la France de la 6ème République. C'est la Jean-Luc France... Mélenchon, c'est la Nouvelle-France. Il participe de la volonté de passer à la 6ème République. Et surtout parce qu'en fait, les médias, ils se sont créés une espèce de chimère où la Nouvelle-France, c'était les Noirs et les Arabes et c'était le grand remplacement. C'est genre, ils sont créés ce truc-là en mode, ils ont dit, oui, la Nouvelle-France, c'est un truc racialiste, etc. Du coup, ils sont persuadés de leurs propres mensonges, puisque c'est le principe des journalistes. Du coup, ils commencent à dire, oui, mais la Nouvelle-France, c'est que les Noirs et les Arabes, alors que Mélenchon, il est en mode, mais en fait, c'est ce que vous croyez, mais c'est juste que vous nous écoutez pas. C'est que quand on vous explique des trucs, vous comprenez pas. Genre, c'est juste que vous entendez Mélenchon dire tout blanc, tout propre que vous êtes, etc. Et vous êtes persuadé que c'est du racisme anti-blanc alors qu'il se moque des racistes et des suprémacistes. Donc oui, je pense qu'il participe de cette volonté de faire en sorte qu'on ait aujourd'hui un pays, des institutions qui correspondent au peuple français tel qu'il est aujourd'hui. Imaginons qu'il fasse pas partie de cette Nouvelle-France, que ce soit à son honneur qu'il la mette en avant. Oui, il y a ça aussi. Ok, mettons que la Nouvelle-France c'est que la créolisation, c'est que les Noirs et les Arabes, les tours contre les bourgs, etc. Dans ce cas, oui, c'est tout à son honneur de se battre pour des gens qui ne sont pas lui. Enfin, c'est le truc du concernisme, tu vois. C'est-à-dire que la question du porte-parole ne doit pas se confondre avec le concernisme. Vous savez, parce que je sais qu'on dit, oh là là, il a dit c'est la fin du porte-parole et pourtant, il est pas. En fait, c'est que le porte-parole, c'est pas juste du concernisme. C'est qu'en fait, par définition, personne ne peut représenter l'entièreté de ses administrés quand t'es maire, par exemple. Ne peut pas représenter, etc., etc. Mais que, oui, il y a un enjeu, c'est comme pour la parité, quoi. Il y a un enjeu d'abolir les distinctions de classe dans l'accès au gouvernement, dans l'accès à la politique. Ça, c'est ça la fin du porte-parole. C'est d'arrêter d'avoir des gens qui sortent toutes des mêmes écoles pour nous dire l'histoire. En fait, c'est pas que les porte-parole disent des choses fausses. C'est pas ça le problème. Tout comme dans un point de vue féministe, la raison pour laquelle on a besoin de la parité, c'est pas parce que c'est en partie, parce que oui, la majorité des hommes vont nous faire des trucs, mais en fait, ça veut pas dire que tous les hommes, peut-être qu'il y a des hommes hyper pro-féministes, peut-être qu'il y a des hommes hyper engagés dans le lot, etc. Mais en fait, c'est que oui, si tu prônes l'égalité, il faut aussi créer les conditions pour que cette égalité se réalise. Il est riche, mais il veut taxer les riches. J'ai jamais entendu une phrase aussi cool. Oui. Bref. Après, c'est juste une expression anti-réactionnaire, anti-conservatrice et tout. Oui, et c'est ce qu'il a redit hier. Je crois que c'était sur Brut. C'est le progrès, quoi. Remettre le progrès, le progressisme au cœur du truc, quoi. Aujourd'hui. Manuel Bompard, je veux bien que maintenant il y ait une nouvelle définition de la Nouvelle-France, mais quand non, c'est pas une nouvelle, c'est celle que nous avons. Non, mais il y a une nouvelle définition. Non, c'est juste que vous avez halluciné une définition, vous avez été persuadé que c'est la vérité. Désolé, il va falloir apprendre que c'est pas parce qu'un journaliste dit quelque chose que c'est vrai, c'est pas parce que Duhamel pense quelque chose que c'est vrai, en fait. Désolé, vous avez décrété qu'il y avait une définition alors que vous avez pas écouté quand vous disiez que c'était quoi la définition. Donc bon. Sur des produits, il y a des tribus sur le sujet, il y a des explications. Manuel Bompard, mais ne vous laissez pas gagner par les lectures que nos adversaires veulent donner de la Nouvelle-France. On essaye de regarder. Vous avez vu, je vous ai pas mis dans nos adversaires. Non, mais ni adversaire. Non, vous voyez, je ne vous ai pas mis dans vos adversaires. Je disais que vous étiez simplement aveuglés par la lecture qu'ils ont. Vous voyez, j'ai été gentil avec vous, j'ai pas été méchant. Quand dans un meeting, Jean-Luc Mélenchon parlait des tout blancs, tout moches que vous êtes, dans un dégagement précisément sur cette Nouvelle-France. Je ne crois pas que la Nouvelle-France faisait référence à la 6ème République dans le cas d'espèce. Non, c'est Benjamin Duhamel. Il ne faut pas couper des phrases de meeting pour leur faire dire autre chose. Pourquoi pas. Il dit une phrase antiraciste, ça a tout à fait à voir avec la 6ème République. Parce que ça veut dire quoi une 6ème République démocratique si elle n'est pas antiraciste? Ça a tout à fait à voir. Critiquer le suprémacisme blanc, c'est parfaitement la 6ème République, oui. Se battre contre le suprémacisme blanc, c'est la vision qu'on a de la 6ème République, oui, tout à fait. Jean-Luc Mélenchon s'en prenait dans ce meeting aux personnes qui précisément sont des personnes racistes et qui ont du mal à voir le peuple français tel qu'il est. Il n'a
jamais dit que c'était un problème d'être blanc. Ça, c'est la vision racialiste. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Non, c'était une manière de qualifier les personnes qui précisément avaient du mal à comprendre que dans notre société aujourd'hui, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa religion, on doit être à égalité. Mais évidemment que la France... Oui, c'était une façon de dire, les suprémacistes, vous êtes persuadés que vous êtes meilleurs que les autres, ça vous rend moche, quoi. Genre, c'est tout. Vous êtes moche, votre suprémacisme vous rend moche. Et c'est une référence à tout blanc, tout beau. La nouvelle France, c'est la France telle qu'elle est, c'est la France tout entière. C'est pas une nouvelle France qui s'opposerait à une ancienne France. Bah si, c'est un peu une nouvelle France qui se définit en opposition à l'ancienne France, mais tout simplement parce que l'ancienne France n'existe plus. La nouvelle France, c'est le déjà là. Présidentielle. Quand vous avez Rima Hassan qui dit l'ère du porte-parole est révolue, comprenant Elle a absolument raison. qu'il faut que des élus soient à l'image de la Elle a diversité. absolument raison. Et Quand, de la même manière, Sébastien Delogu tenait des propos à peu près du même acabit. Quand vous avez là un candidat qui est un homme blanc de plus de 70 ans, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce que vous défendez comme ligne politique? Tout comme la parité n'implique plus d'interdire aux hommes de se présenter, la fin du porte-parole n'implique pas d'interdire à Mélenchon. Genre, Je suis absolument d'accord et je pense que c'est une très bonne chose qu'aujourd'hui on ait davantage de représentation politique qui soit plus à l'image de la société. Avec un candidat qui est un homme blanc de plus de 70 ans. Il y a un candidat, il y a une équipe. Encore une fois, ils accusent la France insoumise d'être obnubilée par la figure du chef Jean-Luc Mélenchon et d'être complètement à ses ordres, mais c'est eux qui effacent les autres. Rima Hassan, elle n'est pas interdite de parler, elle fait partie de l'équipe, elle participe de l'élaboration de la pensée politique de la France insoumise. Sébastien Delogu aussi, Clémence Guettet aussi, Daniel Obono aussi. Spoiler alerte, le porte-parole il est aussi de classe. C'est pas qu'un truc racial. Vous voyez, c'est fascinant parce que ils ont vu Rima Hassan qui dit l'ère du porte-parole est terminée. C'était à l'époque, c'était au meeting à Montreuil. C'était au moment où il y avait le drama là sur la candidature à Montreuil, où Montreuil étant une circonscription insoumise, les insoumis avaient investi Sabrina Ali Ben Ali, qui est médecin urgentiste et qui contre du coup Alexis Corbière, du coup qui a voulu se maintenir malgré le fait de ne pas avoir reçu l'investiture de la France insoumise. Ce qui est intéressant, c'est que les gens ils ont vu le thème du porte-parole dans le sens de elle est arabe et c'est une arabe qui le dit, c'est Rima Hassan, mais c'est aussi une meuf qui a été lanceur d'alerte sur la question des internes et la question des horaires, de la maltraitance au travail chez les soignants dans l'hôpital public, etc. etc. Oui, elle faisait beaucoup de vidéos sur son internat de médecine, en effet. Elle représente aussi une catégorie sociale de métiers qui sont méprisés. Les fameux métiers essentiels qu'aime tellement Ruffin. Donc pourquoi ils ont vu le porte-parole uniquement sous l'angle racial et pas sous l'angle de c'est une femme qui travaille dans un métier précaire, dévalorisé et qui pourtant est nécessaire à la société, etc. etc. C'est intéressant, je trouve, qu'ils aient identifié qu'un truc racial. Je sais pas. Il y aura des gouvernements à constituer, il y aura des parlementaires à élire. Et ça, la version macroniste de ça, c'est la société civile. C'est comme ça que Macron, il a dit oui, la société civile, etc. Résultat, il a fait monter qui? Des gens qui faisaient dans les assurances, des gens qui faisaient dans les think tanks, des gens qui faisaient dans les lobbies, etc. etc. Bon, c'est la vision macroniste de la société civile, c'est la société civile des bourgeois qui décident de rentrer en politique parce que oh là là, ça les chante. Bah oui, désolé, quand on parle de la fin de l'ère du porte-parole, c'est des gens qui ressemblent au peuple, c'est-à-dire dans toutes ses composantes sociales, au grand sens du terme. Il leur a surtout foutu un chaperon au cul à l'Assemblée pour leur dire quoi voter. Oui, Macron, oui. Il a dit je vais ramener la société civile, etc. Au final, ils avaient Aurore Berger qui leur disait sur quoi voter et du coup, ça les a saoulés aussi, bref. Qui s'inquiète pas, s'il y avait un insoumis qui pouvait porter ce chapeau, il y serait. Les personnes racisées de la fille sont pas masochistes, elles savent très bien ce que ça impliquerait. Mélenchon nous rend service en disant oui, il y a ça aussi, c'est le fameux rôle de paratonnerre de Mélenchon, quoi. À un moment, ouais, il prend les coups que les autres pourraient prendre fois 1000 et que les autres se prennent aussi quand même, mais qui se prendraient encore plus s'ils étaient candidats à la présidentielle, bien sûr. Regardez ce qu'ils ont sorti sur Delogu. Rappelle que Delogu se présentait à la mairie de Marseille. Bon, c'est une très grande ville en France, bien évidemment, c'est une des premières villes françaises, etc. Mais Delogu, ils ont quand même réussi à sortir des SMS avec le mec qui lui a monté ses meubles dans son appart pour dire qu'il avait des SMS avec un dealer parce que le mec il vendait de la conce sur le côté. Vous croyez qu'on sait pas ce que vous feriez à un candidat créant les airs, racisé de LFI? Genre, on sait très bien ce que vous leur feriez en fait. Et Mélenchon, c'est bon, vous lui avez tout fait. Donc bon, c'est bon. Oui, la livraison de drogue. Et by the way, j'aurais défendu si ça avait été avec un dealer. Voilà, de toute façon, ma position elle est claire là-dessus. Attends, les histoires sur sa fille, oui, là ça commence. Là, ils savent tellement plus sur quoi attaquer qu'ils commencent à l'attaquer sur sa fille. Putain, mais la pauvre Marilyn, quoi. Mais lâchez-la. Compte tenu des crispations que provoque votre candidat, qu'est-ce que vous dites à ceux, notamment à gauche, qui estiment que Jean-Luc Mélenchon au second tour, c'est l'assurance d'une victoire du Rassemblement national? Au moins, il sera au second tour, contrairement à vous, tous les losers qui vont décider de vous ranger derrière Édouard Philippe dès le premier tour, en fait. Maintenant, bref. Ah, mais oui, mais au second tour, c'est l'assurance de la défaite. On verra. En attendant, vous, c'est la défaite au premier tour, alors déjà, on fera mieux que vous, quoi.
a Marine Tondelier qui dit il est manifeste qu'il ne peut pas gagner au second tour. On a Olivier Faure qui dit il est le plus mauvais candidat de la gauche au second tour. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Bon, d'abord, à eux, pas grand-chose, parce que je vois bien qu'ils ont décidé de passer leur temps à s'en prendre à, en fait, la seule personne aujourd'hui qui est en mesure non seulement de se qualifier au second tour, mais ensuite de l'emporter. Ensuite, aux gens qui pourraient se poser cette question. Aux élections législatives de 2024, dans la majorité des duels qui ont opposé des candidats de la France Insoumise aux candidats du Rassemblement National, c'est les candidats de la France Insoumise qui l'ont emporté. Donc là, il dit, dans les duels qui ont opposé les candidats de la France Insoumise au Rassemblement National, c'est la France Insoumise qui a gagné. En mode sous-entendu, c'est pas clair qu'on perde contre l'extrême droite, en fait, parce qu'il y a encore un réflexe antifasciste dans ce pays. Du coup, forcément, le PS s'est énervé. On a vérifié. LFI a remporté 26 des 55 duels, donc moins de 50%, source un docteur en maths. Oh, et le PS a remporté 42 des 64 duels, 65%. Le barrage, c'est nous. Du coup, Manuel Bompard qui dit 26 victoires. Vous allez me dire lequel de ces 28 députés n'a pas gagné en duel face à l'extrême droite. Du coup, il fait toute la liste des députés. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment le PS, on ne parle pas de vous. Là, on parle de la France Insoumise. On a gagné face au RN. On ne parle pas de vous. Genre, je sais que vous voulez absolument vous désespérer d'avoir un petit peu d'attention. On s'en bat les couilles de vous. La question déjà d'une, ne portez pas sur vous. Et de deux, vous mentez. Et personne vous a demandé votre avis en fait. Retournez débattre sur la primaire de Bagneux ou Glucksmann ou on sait pas quoi. Enfin voilà quoi. Il y a eu des oppositions au second tour en 2024 entre l'extrême droite et la France Insoumise. Sauf que ça marche plus aujourd'hui. Qui l'a gagné. On l'a vu notamment. Ah si, ça marche, madame. Le front républicain anti-RN ne fonctionne plus. On l'a vu au municipal, on l'a vu. Il y a eu madame, plusieurs exemples. En 2024, c'était pas il y a 40 ans quand même. C'était il y a 2 ans. Et il y a eu une mobilisation puissante pour battre l'extrême droite au second tour. Mais en fait, et surtout, moi, désolé, hein, moi, j'en peux plus. Et puis, si vous êtes prêts à ce que les fascistes gagnent, parce que Mélenchon, on l'aime pas trop, alors que vous avez putain de voté pour Macron, en fait, vous aurez ce que vous méritez. En attendant, c'est vous qui aurez désiré le fascisme. Parce qu'en fait, les gens qui disent oui, mais quand même, il l'emportera pas et c'est l'extrême droite qui va gagner. Qui le dit ? Ça ne tient qu'à vous. C'est votre responsabilité, en fait. C'est pas la nôtre. Nous, on va faire campagne. Mais Limoges, mais madame, Toulouse et Limoges étaient dirigés par la droite jusque-là. Vous en êtes d'accord ? Donc vous avez raison, nous avons pas. Non, mais il y a eu un effet repoussoir. Depuis ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas vrai. Il y a un effet repoussoir de la France Insoumise. Mais non, ce n'est pas vrai. Je suis désolé de vous le dire, mais par exemple, à Limoges, à l'élection municipale précédente, la droite avait gagné et ce n'était pas face à un candidat de la France Insoumise. Et à Toulouse, à l'élection précédente, la droite avait gagné et ce n'était pas face à un candidat de la France Insoumise. Aïe, 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 aïe. Limoges et Toulouse, bah ouais, c'était des gens de droite qui avaient gagné contre le PS. Donc c'est le PS qui a perdu à la base. Donc c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Oui, et puis oui, les scores de Mélenchon à Toulouse, bref. Et en plus, on a battu les records de voix pour la gauche à Toulouse, oui. Partout où la France Insoumise est, les voix, elles ont progressé. Genre, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Bah oui, faites mieux la tortue, tout ça, on augmente les voix, et puis voilà, c'est tout, voilà. C'est juste que nous, on fait ce que le PS est un foutu de faire, c'est-à-dire continuer de faire gagner la gauche, continuer de faire progresser la gauche surtout. Est-ce que simplement vous ne minorez pas le fait que Jean-Luc Mélenchon est rejeté par une partie de l'opinion ? Est-ce que c'est pas quelque chose que vous sous-estimez ? Benjamin Duhamel, si vous me trouvez un candidat qui fait 100% l'unanimité, par définition, c'est le principe des élections, vous ne faites jamais 100%. Donc il faut convaincre une majorité des Françaises et des Français. Il est clivant, vous comprenez maintenant, il est clivant. On est à un an du second tour de l'élection présidentielle. J'ai regardé quels étaient les sondages un an avant l'élection présidentielle de 2022. Il y avait un sondage Ipsos qui mettait Jean-Luc Mélenchon à 8%, Yannick Jadot à 9%. Et entre-temps, il y a quelque chose qui s'appelle une campagne électorale. Et Anne Hidalgo à 10%. Oui. Bon. Anne Hidalgo à 10%. Elle a fait 1,67. 6-7. Au soir de 2022, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ont fait moins de 5%. Et il y avait un point d'écart entre la France Insoumise et le Rassemblement National. Donc vous savez, les sondages de début de campagne, heureusement qu'on ne les regarde pas. Moi, il y a quelque chose qui s'appelle une campagne électorale. Exactement. Exactement. Et donc, il va y avoir une campagne électorale. Mais dans ce cas, Duhamel, ça sert à quoi de poser la question si tu connais déjà la réponse ? À part saouler l'entièreté de tes auditeurs et faire en sorte que les gens, ils en ont marre de t'écouter le matin. N'écoutez pas les caricatures, les calomnies qui sont déversées à longueur d'antenne sur la France Insoumise. Regardez notre proposition, notre programme. Regardez notre équipe. Regardez que ce programme, cette équipe sont les mieux préparés pour pouvoir faire face à la situation à laquelle on est confronté aujourd'hui. D'une France qui est une France qui a été mise complètement à l'envers, et on peut remettre la France à l'endroit, on peut rebâtir la France, refonder la France, et c'est notre objectif. On l'a au standard de France Inter, et je souhaite la bienvenue à Jean. Attention la France, hein. Attention la France au standard. Jean, qui nous appelle de Cholet. Bonjour Jean, allez-y, posez votre question à Manuel Bompard. Bonjour à toute l'équipe. Voilà, ma question c'est la suivante. Je suis un électeur de gauche.
Et voilà, si je vais voter avec le cœur aujourd'hui, je voterai François Ruffin. Mais en fait, je vais faire un vote stratégique parce que moi, j'ai vraiment pas envie de me retrouver avec un second tour, avec un Édouard Philippe et un Jordan Bardella. Et bah tant mieux, merci de voter et puis ciao. En fait, ça m'agace de la part de M. Glucksmann et de la part de M. Mélenchon qui ne veulent pas faire une primaire de gauche. Mais comment ça, Glucksmann et Mélenchon? T'as le cerveau qui te coule par les oreilles. Tu crois qu'ils vont se mettre d'accord sur quoi? Et si Glucksmann il gagne, tu crois vraiment que Mélenchon il va soutenir Glucksmann? Et si Mélenchon il gagne, tu crois vraiment que Glucksmann il va le soutenir? Tu te fous de la gueule de qui? Tu votes pour Ruffin, mais c'est parce que tu comprends rien à la politique en fait. Oh là là, pourquoi Glucksmann et Mélenchon ils se mettent pas d'accord? Bah peut-être parce qu'ils sont pas d'accord politiquement en fait. La démocratie ça sert à trancher ça aussi. Les élections, Glucksmann il peut se présenter s'il veut. Les élections ça sert à trancher ça. Hein, votre connerie de démocratie interne à un moment c'est la démocratie externe qui compte in fine. Hein. Bonjour d'abord, et je vais vous dire, bon, je respecte votre point de vue, mais je partage pas votre analyse. C'est-à-dire que je pense que précisément, et y compris un certain nombre d'exemples internationaux le démontrent, précisément si vous voulez empêcher l'extrême droite de gagner aujourd'hui, vous devez déployer une candidature qui est en mesure de mettre en mouvement le peuple, de mettre en mouvement des personnes qui sinon n'iront pas voter. Montrer qu'il y a une aspiration à une rupture, à un changement de société, et que cette rupture on peut l'incarner. Regardez par exemple aux États-Unis où certaines personnes se sont dit bon, pour empêcher Donald Trump d'être réélu président de la République, on va mettre une candidate, Kamala Harris, qui est une candidate, on va dire du centre, parce que c'est celle qui sera susceptible de l'emporter. Eh ben, elle a perdu parce que aucun des électeurs de droite ne sont allés voter pour sa candidature. Par contre, elle a démobilisé l'électorat de la jeunesse, et l'électorat ouvrier, l'électorat qui a un intérêt, une vocation, un objectif de tourner la page. Kamala Harris rappelle pendant sa campagne, elle a fait un clip de campagne où le message c'était « Mesdames, ne vous inquiétez pas, ce qui se passe dans l'isoloir, c'est entre vous et vous-même. » Genre en mode de dire les femmes, vous pouvez secrètement voter pour nous, donc en admettant que les gens votaient honteusement pour les démocrates. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que Kamala Harris est partie du principe, et tous les démocrates sont partis du principe que Trump risquait largement de l'emporter et que Trump avait de grandes chances de l'emporter. Et du coup, ils sont partis perdants, tout comme l'entièreté de la gauche des losers qui décident de partir perdant et de dire mais c'est l'extrême droite qui va gagner, Mélenchon il peut pas l'emporter. Bah désolé, si on faisait des campagnes comme ça ferait Kamala Harris et c'est clair que c'est l'extrême droite qui va gagner si vous partez avec cette mentalité en fait. Et donc moi, mon analyse, et sur laquelle j'aimerais vous convaincre, c'est que précisément Jean-Luc Mélenchon et la candidature, le programme qu'il porte, l'équipe qu'il défend dans cette campagne d'élection présidentielle est le seul qui peut empêcher l'extrême droite et Édouard Philippe de remporter l'élection présidentielle. Quant à la primaire, vous voyez bien, on nous a dit pendant des mois et des mois, le problème c'est la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Bon, regardez, même ceux qui disent maintenant c'est en dehors, c'est la gauche non mélenchoniste, sont pas capables de se mettre d'accord. Oui, parce que si le problème c'était Glucksmann et Mélenchon, bah très bien, dans ce cas vous pouvez régler vos problèmes entre eux, mais même débarrasser du problème Mélenchon, ils arrivent même pas à se mettre d'accord parce que c'est des putains de bozos, c'est des putains de losers qui veulent juste un petit peu de place sous les projecteurs, tout en sachant pertinemment qu'ils vont perdre parce que c'est des putains de loups. Pas totalement convaincu dans le sens où j'ai peur que cette rupture de la gauche en soi, ça va provoquer un Glucksmann ou Mélenchon qui vont se retrouver à 2 points de passer du second tour. Et moi, je vais devoir faire le choix entre Édouard Philippe et Jordan Bardella. J'ai toujours bloqué l'extrême droite, par exemple, sur les deux dernières présidentielles en votant Macron. Aujourd'hui, franchement, devoir faire le choix, j'ai bien peur d'aller voter et de devoir voter blanc. La campagne, elle va commencer maintenant. Moi, ce que j'espère, c'est évidemment vous convaincre pendant la campagne, mais vous dire que il faut pas penser l'élection présidentielle aujourd'hui avec des inquiétudes. Il faut rentrer dans la bataille, il faut rentrer dans le combat, il faut convaincre, il faut mettre des gens en mouvement. C'est comme ça qu'on peut changer les choses. C'est comme ça qu'on peut, y compris, contrer les scénarios écrits par avance. Ouin pour voter blanc, mais non mais ça c'est... Non mais parce qu'en fait j'ai peur que du coup ils réussissent pas et que du coup Glucksmann mais en fait Glucksmann il va siphonner les voix de la droite, il va pas siphonner les voix des mélenchonistes. Genre, bref, voilà. Donc t'inquiète pas, ça va pas changer quoi que ce soit. Ouais. Et que du coup, en fait, au second tour, il y aura... On nous a fait la même chose en 2017. En 2017, vous imaginez pas le nombre de personnes un peu gauche-molle qui ont voté dès les premiers tours pour Macron parce qu'ils avaient peur d'un second tour Fillon-Le Pen. Et ça, c'était la grande zumba. C'est de dire non, mais si on vote pour... En fait, moi, j'aimerais bien voter pour Mélenchon. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai peur d'un second tour Fillon-Le Pen. Du coup, je vais voter Macron. Et il y a plein de gens qui se sont fait avoir par ça. Il y a plein de gens qui se sont fait avoir par ça. En fait, ça, c'est une machine à faire voter pour le mec de droite. C'est une machine à faire voter pour qui? Pour Glucksmann. C'est ça, c'est tout. Parce que du coup, si c'est Mélenchon le problème, Glucksmann, au moins, tu peux te dire, il est un peu plus central. En fait, c'est une machine à renouveler le centre droit et à renouveler
la droitisation et l'extrême droitisation de ce putain de pays. Non, stop, on arrête. C'est fini. Donc on accepte que ces gens sont de droite et irrécupérables. Non, mais on accepte d'avancer sans eux. Et qu'en avançant sans eux, ils seront convaincus par le fait qu'on garde de l'entrain et qu'on crée une dynamique positive et qui fait qu'ils vont enfin y croire. Mais en fait, on va pas s'arrêter pour chaque gens qui a le privilège d'être politisé et qui continue d'être en mode « Oh mais je sais pas, etc. » Très bien, écoute, on va avancer sans toi. Tu verras la dynamique populaire qu'il y a derrière nous et ça va te rassurer peut-être un petit peu. Mais en fait, on va pas s'arrêter pour chaque personne. Nous déjà, on essaye de faire voter des gens qui d'habitude ne vont pas voter, qui sont désespérés de l'entièreté de la politique et pas de ces petits jeux d'appareils, de machin, etc. En fait, la plupart des gens, ils sont pas dans ces calculs-là, en fait. Déjà, il y a beaucoup de gens qui savent même pas qu'il y a une élection présidentielle, parce que bon, faut pas oublier aussi que la politique, ça reste une bulle. Il y a des gens qui sont en mode la gauche, elle nous trahit tout le temps, qui n'y croient pas, qui n'arrivent même plus à croire qu'on puisse demander une augmentation des salaires. C'est ces gens-là qu'il faut viser. Et c'est ça. Et comme tu dis, Charte, la force va à la force. La démonstration de force va faire que des gens vont se mettre à y croire et que Jean, il va se sentir un petit peu plus à l'aise à l'idée de voter Mélenchon. Mais en fait, juste, c'est une perte de temps d'essayer de les chercher les uns après les autres. Il y a d'autres priorités. Et parce qu'encore une fois, ce mec-là, il est politisé. Il sera convaincu par le fait qu'il y a un engouement. Ça va quand même de le convaincre, lui, il vote déjà. Oui, en plus, il vote déjà Mélenchon. Il fait juste part du fait qu'il a peur. Bah, très bien, aie peur. Bah, on va faire en sorte que t'aies moins peur en faisant la plus belle campagne au monde. Mais en fait, sauf que cette campagne, on va surtout la faire pour les gens qui d'habitude vont pas voter et qui ont été trahis toute leur vie par la politique aussi, quoi. C'est pas un ruffinisme, mais c'est un avis plutôt répandu qu'Assante ne soit pas condescendant. Ma mère dit la même chose. C'est dur pour les gens modérés de capter notre avis. Ils ont pas accès à la Zawa ou d'autres médias sur le net ou même aux meetings de Méluche. Ils cherchent même pas à les trouver. Ils flippent d'être séduits par le vieux, on dirait des fois. Je pense qu'il y a un peu de ça. Après, bah, le mec qui était au téléphone, il a dit qu'il était pour Ruffin. Donc, lui, il s'est auto-déclaré comme plutôt penchant du côté de Ruffin. Mais après, je suis d'accord, mais c'est pour ça que, au final, je considère pas être condescendant en disant que on avancera sans eux, parce qu'en fait, tu peux demander à quelqu'un d'essayer d'y croire. Si tu lui donnes pas des preuves, si tu lui donnes pas un truc à partir duquel ils peuvent croire en quelque chose, bah en fait, ça ne sert à rien. Dans le sens où c'est parler dans le vent que d'essayer de convaincre ces gens-là, parce que ces gens-là ne sont convaincus que par la démonstration de force. Et c'est pas négatif de le dire. C'est qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et mais comme beaucoup de gens, comme les gens qu'on essaye d'amener aux urnes en tant qu'insoumis, c'est aussi des gens qui, même pas qui croient pas que Mélenchon puisse être élu. Genre en vrai, mais ils sont même pas convaincus qu'on puisse améliorer leur vie. Et en fait, c'est déjà ces gens-là, pour moi, ils sont déjà dans un truc où c'est plutôt eux la priorité de convaincre avec nos mots, avec nos démonstrations quotidiennes auprès d'eux, etc., etc. Les gens qui ont peur d'être convaincus par Mélenchon, ont peur de croire qu'ils puissent y arriver, souvent de peur d'être déçus, souvent de peur de se sentir trahis, ils seront entraînés par le mouvement. Quoi qu'il arrive. En fait, moi, c'est un truc de confiance que je dis. Mais en fait, c'est juste que moi, je suis agacé par le fait que ces gens-là nous prennent énormément d'espace mental. Parce que, quand je dis que c'est des gens politisés, etc., par exemple, le mec, parce que là, je parle pas de ta daronne ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est juste que, ça appelle le standard de France Inter. Ça écoute la radio, ça interagit, ça commande beaucoup. C'est le mec qui a appelé le standard France Inter, c'est le genre de personne justement qui se renseigne sur la politique. Et en fait, pour moi, il est en miroir de ce que nous font les Ruffin, les Garrido, les Corbière, etc. C'est y créer du blabla et du doute. Là où quand t'es en campagne, précisément une campagne aussi importante que celle-là, l'enjeu c'est justement de pas se laisser, de pas se laisser distraire par ce genre de voix-là et de se concentrer sur à qui on veut porter le message. Et après on verra, tu vois. C'est pas de la condescendance, c'est plutôt de la fatigue et de l'agacement. Parce qu'en fait, ces gens-là, on se les tape tout le temps en campagne. Et si on décide d'essayer de les convaincre eux, au lieu d'aller faire nos 36 000 porte-à-porte, tractages, etc. et de nos actions de gros, on s'épuise et on se dégoûte soi-même aussi, quoi. Bref, c'est aussi ça, quoi. En campagne, les Verts et le PS voulaient qu'on fasse la campagne à faire les coins de Bourges, alors que ça sert à rien, ils changent pas d'avis, ils sont matrixés, ils se croient trop intelligents pour l'écouter. Alors là, je sais pas si c'est au même endroit, mais j'ai eu plein de retours de terrain, c'était pendant les législatives de 2022, de gens qui faisaient des campagnes avec le PS et qui étaient en mode le PS, ils sont trop cons, ils se concentrent pas sur les quartiers populaires, ils veulent trop faire des porte-à-porte auprès des gens qui sont déjà politisés, etc. et ça marche pas. Et oui, il y a aussi ce genre de truc de stratégie de campagne, quoi. Mais je sais pas si c'est au même endroit, mais c'est la stratégie de la France insoumise, quoi. Quand on a été Cassandre, c'est quoi la méthode pour toi du tractage et porte-à-porte? Ah non, mais si, c'est le tractage et le porte-à-porte. En ciblant les quartiers populaires et les gens qui ont le plus intérêt à ce que notre programme voit le jour, et particulièrement les gens qui sont désaffiliés de la politique. Des gens, même pas des gens qui ont même le luxe d'avoir une préférence politique, les gens qui se disent la politique, de toute façon, ils ont jamais rien fait pour nous, donc je m'en fiche. Et c'est ces gens-là qu'il faut aller voir. Mais ma take, c'est juste la méthode de la France insoumise aussi, hein. Les gens ne découvrent pas que je suis un zinzin insoumis, quoi. Vous évoquez le programme. Il faut là, puisque l'actualité résonne aussi avec ce que vous pouvez proposer,
Si l'on parle de la crise énergétique, Jean-Luc Mélenchon a demandé que Total passe à la caisse après l'annonce d'un bénéfice en nette hausse au premier trimestre d'un montant de... Ah, donc la question programme Total. Qu'est-ce que vous demandez là concrètement ? Est-ce que vous demandez la nationalisation de Total, une taxe sur les super profits, sur ce qu'on appelle super profits, un blocage des prix, les trois ? Vous êtes attentif, monsieur Duhamel, ça Ouais. fait depuis 2 mois. Qu'est-ce que vous demandez? On sait pas trop, mais putain, ils ont un programme, ils le disent tout le temps, ils font des communiqués, ils font des interventions, des tweets et tout. Enfin, faut les préparer les interviews aussi un peu, monsieur. Une chose simple, les gens ne peuvent pas s'en sortir avec le prix du carburant qui augmente, qui est au-delà de 2 euros le litre. Donc il faut bloquer les prix. Et c'est possible de le faire. Il y a un article du Code du commerce qui permet au gouvernement, dans des circonstances exceptionnelles, de fixer le prix, d'encadrer les marges. Mais Et ça- Total plafonne déjà ses prix. Oui, mais Total plafonne ses prix. Bah pas assez du coup. Ah, mais ils plafonnent déjà leur prix, bah du coup pourquoi les gens ils se plaignent du prix à la pompe alors? Et pourquoi ils font encore des super profits? Genre du coup ils plafonnent leur prix mais ils continuent de faire des profits, donc ça veut dire que ça n'attaque pas leur profit de plafonner les prix. Donc on peut continuer. Précisément, vous me donnez un bon exemple. Regardez, Total plafonne ses prix à 1,99 € et il continue à gagner de l'argent. Donc c'est bien la preuve qu'on peut faire mieux. Est-ce que vous pouvez me citer un pays où les prix de l'essence ont été bloqués ? La Corée du Sud, Hmm. la Croatie. Non, la Croatie, non. C'est pas le blocage des prix. Mais C'est quoi Non, la Croatie, non, en fait, parce que j'ai déjà prévu ma question à l'avance et je savais que tu allais tomber dans le panneau. J'ai ma réponse prête déjà et ça ne va pas te plaire, le pays que je vais citer. Alors dites-moi. C'est un élément où ils permettent en quelque sorte d'encadrer les marges, mais c'est pas un blocage des prix Bon. stricto sensu. Non, la Croatie, ils ont pas bloqué les prix, ils ont encadré les marges. D'accord? Bah, du coup, personne propose d'encadrer les marges en France. MDR, c'est pareil. Oui, et puis, oui, de fait, c'est pareil. Oui, parce qu'en fait, si tu régules les marges, en fait, parce que quand tu achètes ton essence, la marge que se fait le truc, ça fait partie du prix. Une partie du prix, c'est de la marge. C'est-à-dire que c'est un truc en mode, ils prennent de la thune en plus, qui ne rentre pas en compte dans le processus de production. Donc c'est de la marge. Donc si tu baisses les marges, bah forcément tu baisses les prix. Vu que... Mais très bien, ok, très bien. C'est pas un blocage des prix, c'est pas un truc où l'État décide de quel prix tu vas vendre. On fait par rapport à la marge. Ok, d'accord, très bien, super, génial. Bon, du coup, c'est qui? Moi, Il y a je vous un ai pays où ça a proposé- été fait en Europe, c'est la Hongrie. Et ce qu'on voit, c'est déjà c'est Non, il y a réservé aux d'autres voitures pays. hongroises. Regardez, je vous ai donné ça a un autre effet- exemple. C'est la Hongrie et du coup c'est réservé aux voitures hongroises et ça a un effet sur on sait pas quoi. C'est réservé aux voitures hongroises. C'est-à-dire. Non mais en fait le but c'est juste de dire vous avez la même proposition que la Hongrie et la Hongrie c'est Orban, c'est des fascistes. Donc c'est faux, j'ai pris de l'essence en Hongrie avec une voiture non hongroise. Non mais c'est en fait juste il a voulu faire son actuali de merde, sauf qu'en fait bah Bompard il l'a baisé parce qu'il a dit bah non, j'ai dit aussi la Corée du Sud, t'as un truc sur la Corée du Sud. Et surtout enfin en plus je trouve que c'est vraiment une question de merde genre est-ce que vous avez un exemple d'un autre pays qui a fait ça? Mais même si aucun pays n'avait fait ça, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Précisément, justement, si aucun pays fait ça, ils sont tous dans la sauce, bah peut-être que nous, on va innover. C'est bien l'innovation, non? Pardonnez-moi, mais vous me dites non, mais s'il y a une mesure, alors c'est pas un blocage du prix, mais c'est un encadrement des marges. Ce qui est pas la même chose, Oui, reconnaissez-le. d'accord, mais moi j'ai proposé les deux, si Ouais. vous avez été attentif à ma proposition, précisément parce que il faut bloquer les prix, mais pour que ça ne repose pas sur les distributeurs, il faut notamment encadrer les marges, et encadrer les marges au niveau du raffinage, Ouais. parce que c'est là où se font l'essentiel des marges, et pas au niveau de la distribution, contrairement à ce que dit le gouvernement. Il part dans les détails qui drop comme ça n'a aucun sens. Mais en plus, surtout, il a essayé de faire son actuali. Du coup, mon père, il a dit non, mais bah, nous, on va encadrer les prix et bloquer les marges en même temps, parce que bah, sinon, c'est les distributeurs qui vont prendre cher. Et du coup, en fait, nous, c'est le raffinage, parce qu'en fait, ok, donc quel autre pays a fait ça? Vas-y, quel autre pays cible le raffinage? T'as vraiment un truc de, en fait, il y a 36 000 façons de bloquer les prix. Genre, en fait, si t'es en mode, la Hongrie l'a fait, ça ne marche pas, et je ne vais pas expliquer pourquoi, on s'en bat les couilles. Là, ma version, ce que je te propose, c'est ce que je fais, bah voilà, c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Lui s'en mettre plein les poches. Enfin, moi, je veux bien qu'on me dise que Total fasse des efforts, mais en attendant, leur bénéfice sur le premier trimestre de l'année a augmenté de 50% par rapport à... Mais il n'a pas fait de bénéfice en France, Total. On paraît combien qui va poser cette question-là juste après? Enfin, c'est pas une question, c'est une remarque. Total, ils ne font pas de bénéfice en France. Oui, ça s'appelle l'évasion fiscale, vous découvrez ça? Vous êtes con, vous êtes con. Est-ce que vous demandez, comme les socialistes, qu'il y ait une disposition pour taxer encore davantage les profits de Total? Il faudra sans doute le faire, mais si on en arrive à ça, c'est qu'on n'a pas réussi à régler le problème en amont. Parce que, évidemment, que s'il y a des super profits, il faut les taxer. Mais s'il y a des super profits... Ce qui me gêne avec le blocage des prix, c'est que le mec qui a un 4x4 Cayenne va bénéficier de la réduction autant que le petit salarié. Je m'en bats les couilles. En fait, on se branle la nouille tous les jours sur l'universalisme. Et là, quand il s'agit de bloquer les prix de façon universelle, c'est pas bien. Genre, l'universalisme, c'est pas bien sur les questions économiques. Mais écoute, le mec avec son 4x4 Cayenne, il va être content, il va bénéficier de la réduction. Tant mieux pour lui. En attendant, moi, je veux pas d'un système où on vérifie combien est ton revenu pour savoir combien tu payes à la pompe. Genre, à un moment, oui, il faut admettre que l'économie, c'est universel. Point barre. Et tant mieux s'il y a un riche qui se trouve mieux. Tant que les pauvres, ils se trouvent mieux aussi. L'autre option, ce serait de faire un système de chèques. Où en gros, en fonction de ton revenu, t'as des chèques qui te permettent d'avoir soit des réductions, soit de compenser ce que tu devrais payer dans tes allers-retours quotidiens pour ton travail, etc. Et en fait, le problème,
problème, c'est que si tu mets en place ce truc-là, c'est-à-dire que c'est une politique qui cible certaines personnes en fonction de leurs revenus. Ça veut dire que les critères d'éligibilité peuvent être une façon de te baiser. C'est-à-dire que tu peux très bien, ça peut faire par exemple des effets de seuil. Ce qu'on a énormément sur les questions d'impôts, sur les questions de revenus, d'allocations, etc. C'est que par exemple, si t'es pile au-dessus du seuil qui fait que t'as plus le droit au chèque, mais que t'es quand même un peu dans la sauce parce que c'est pas parce que tu gagnes 1 euro de plus que t'es moins dans la sauce, du coup tu échappes aussi à ce truc-là. Donc en fait le problème c'est quand t'essayes de cibler spécifiquement une certaine population, il y aura toujours des personnes qui échapperont en maille du filet. Si tu fais un truc universel, t'es sûr que tout le monde y a le droit. Et c'est ça aussi, c'est qu'en fait le problème c'est aussi la question du non-recours. C'est-à-dire qu'un des gros problèmes, on parle tout le temps fraude fiscale, fraude sociale, etc. Est-ce que rabâche les insoumis depuis des années, est-ce que rabâche le parti de gauche depuis des années, est-ce que rabâche la vraie gauche depuis des années, c'est que le gros problème sur les prestations sociales, c'est pas que ça coûte cher à la France, c'est que le non-recours coûte plus cher que le recours. C'est-à-dire que les gens qui ne demandent pas leurs aides, in fine ça coûte plus cher en accident, en maladie, en endettement, etc., que les gens qui touchent véritablement leurs allocations. Et en fait le problème de faire un système qui essaye d'éviter les riches et d'éviter les gens qui pourraient trop en bénéficier en ciblant uniquement les pauvres, ça crée en fait un truc où du coup c'est les pauvres qui doivent le demander et donc ça crée ce problème du non-recours. Parce que c'est difficile d'universaliser, de rendre automatique quelque chose ou alors par où tu le fais. Bref, à moins d'automatiser l'entièreté des aides sociales. Mais dans ce cas, en fait, ça veut dire que tu as une main complète sur le... Bref, tout ça pour dire que c'est pour tout le monde. On tape sur l'un des derniers fleurons de l'industrie française. Mais depuis quand Total c'est l'industrie française? Ils roulent plus pour la France, ils roulent pour leurs pommes. Tout ça parce qu'on n'a plus les moyens d'aider les travailleurs. Mais tu crois que Total ils aident leurs travailleurs? Tu crois que Total ils en ont quelque chose à foutre de l'industrie française? Total ils ont quelque chose à foutre de leur profit et de comment est-ce qu'ils vont exploiter un maximum les pays du monde entier. Genre Total c'est une multinationale en fait. Donc à un moment très bien, dans ce cas on nationalise. Moi je veux bien, moi je suis pour la nationalisation de Total. Mais dans ce cas on nationalise. En fait tu peux pas dire je veux un truc un peu plus de gauche et je veux moins que les riches puissent bénéficier d'un truc tout en disant que tu veux finalement une solution un petit peu entre deux, un peu droitarde quoi. Dire à un moment très bien, dans ce cas c'est le communisme intégral. Moi je suis pour. Si tu veux que Total déplace son siège, en fait on va les contraindre. On les exproprie, on les remplace par une entreprise nationale. Regarde leur capital, une grande partie est étrangère désormais. Et très bien, dans ce cas on ne fait rien. Dans ce cas on se fait rien, on continue de se faire baiser. Non, de toute façon c'est trop tard. La financiarisation de l'économie, on peut plus rien faire. Non mais t'as raison, on devra faire des chèques. Et puis peut-être que les gens vont les toucher, peut-être pas, on verra. Et ça coûtera cher à la France, mais en fait comme on peut rien faire. Parce que comme le capital maintenant il est financiarisé, c'est compliqué. Du coup en fait on peut rien faire, donc tant pis pour les pauvres. Et on peut rien faire pour nos travailleurs aussi, parce qu'en fait la plupart de nos travailleurs travaillent pour des entreprises multinationales aussi. Et du coup en fait on peut pas les toucher puisqu'elles sont étrangères aussi. Vous aimez trop perdre. Si vous bloquez les marges du raffinage et si vous fixez le prix, vous allez obliger Total à, en quelque sorte, participer de cet effort. Et pour répondre à votre question, oui, bien sûr qu'il faudra taxer les super profits. Mais s'il y a des super profits, c'est qu'on a échoué à bloquer les prix. Et ce qu'il faut faire, parce que le problème de la taxe sur les super profits, c'est qu'avant d'être répercuté sur les Françaises et les Français, ça va prendre du temps. Et ça, c'est un truc intéressant qu'il dit, tu vois. Et c'est aussi, encore une fois, en opposition aux propositions à la Tondelier, etc. Parce que Tondelier, en gros, elle dit, en fait, la France compense. Donc l'État français, les caisses de l'État français compensent une partie de ce que les gens perdent à la pompe. Et en fait, au lieu de taxer les super profits, tu les empêches. Tu fais en sorte que les super profits ne soient plus possibles. Parce que en fait, c'est un problème qu'ils fassent des super profits. Déjà de base, c'est un problème que ils extraient une plus-value largement plus grande que ce que d'une les gens peuvent payer et ce que deux ils peuvent payer que ce qui correspond à payer les salaires. Ça veut dire qu'ils exploitent à la fois leurs travailleurs et à la fois les pigeons à qui ils vendent du pétrole. Donc du coup, si on intervient en amont, il n'y aura plus à taxer les super profits puisqu'ils en feront plus. Alors, puisque vous parlez du budget, on est évidemment, ça ne vous aura pas échappé, dans une situation économique assez contrainte avec un déficit public à plus de 5%. Est-ce que, comme en 2022, votre programme va prévoir 250 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par an? Alors, je ne vais pas vous dire le montant des investissements, puisque d'abord, notre programme, donc on a pour l'instant réactualisé le programme L'Avenir en commun qu'on a défendu à la dernière élection présidentielle. Mais pas encore chiffré. Vont s'ouvrir là, dans les prochaines semaines, une phase de contribution. Et il y aura des changements importants, parce que L'Avenir en commun, vous le répétez comme ça, comme si c'était une sorte de quasiment l'étape de la loi. J'ai jamais dit que c'était l'étape de la loi, mais je reconnais une certaine cohérence que, contrairement à d'autres, peut-être, je ne change pas d'avis et la France Insoumise ne change pas d'avis tous les mois. Il pourrait y avoir moins de dépenses compte tenu de la situation financière du pays. Il pourrait y avoir moins de dépenses, hein? On pourrait faire moins de dépenses. Non, on va faire plus de dépenses. Et on va faire plus de rentrées aussi. Parce que, spoiler alerte, quand on a fait le budget là, quand on a fait le contre-budget insoumis, on avait plus de recettes, plus de dépenses. Sauf qu'on avait encore plus de recettes que de dépenses et du coup finalement le budget il était à l'équilibre. Donc en fait c'est nous qui savons faire le truc en fait. Demandez à Éric Coquerel. Est-ce que vous pourriez revoir cet objectif à la baisse? Ne mélangez pas les choses. Quand vous avez un déficit, et ça n'a rien à voir avec le montant des investissements, on parle de deux budgets qui sont différents. Ah oui parce que aussi il y a les dépenses directes qui
qui partent en perte, c'est-à-dire en consommation directe, pas une perte en vrai, la consommation directe, et t'as les dépenses qui partent en investissement. Au hasard, la renationalisation de la SNCF, ça, c'est un investissement par exemple. Notamment d'ailleurs sur l'énergie et sur l'essence. Du coup, les gens ont moins besoin de prendre leur bagnole et qui font le moindre petit truc. Tu rouvres plein de petites lignes, certes qui ne sont pas rentables, mais qui permettent aux gens de se déplacer, de voir leurs proches, etc. et d'alléger aussi. Genre, tu vois, genre, c'est avec des prix bien réduits, etc. Et comme ça, en fait, on offre le droit à la mobilité à tout le monde. Et en fait, du coup, ça permet aussi beaucoup de rentrées parce que ça fait plus de déplacements, plus de mobilité. Une mobilité qui repose beaucoup moins sur, du coup, le fait de prendre de l'essence et de prendre ta petite voiture. Et du coup, qui permet de créer de la consommation et réinjecter dans l'économie. Tiens, au hasard, par exemple. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a besoin de moins préparer l'avenir aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a besoin de faire des investissements peut-être qu'on a moins massifs de capacité pour le faire. Mais je crois pas qu'on ait moins de capacité pour le faire. Je crois que la France a jamais été un pays dans lequel vous avez une petite caste qui n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir si vous la mettez à contribution. Et les investissements, c'est pas pour ça. Parce qu'encore une fois, c'est vraiment les trucs de pardon, mais la France n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Par définition, si on a la croissance, ça veut dire que tous les jours, le PIB il augmente. Donc ça veut dire que tous les ans, pardon, pas tous les jours, enfin tous les jours aussi, que tous les ans, le PIB il augmente. Donc ça veut dire que tous les ans, la richesse globale de la France elle augmente. Donc ça veut dire que techniquement, on n'a jamais été aussi riche qu'on l'est. Et pourquoi il y a autant d'inégalités alors qu'on n'a jamais été aussi riche qu'on l'est? Ça veut dire qu'il y a des gens qui concentrent toute la richesse. Et donc en fait, cette richesse, on va en fait taper à l'endroit où elle est produite et à l'endroit où elle est accumulée pour la redistribuer. Est-ce que oui ou non, on considère, et moi c'est mon objectif, c'est notre objectif de faire en sorte que demain la France soit par exemple la première nation écologique du monde? Si on veut faire ça, il faut des investissements. Alors les investissements sur le coup, effectivement, c'est de l'argent à débourser. Et puis après, ça rapporte de l'argent. C'est le principe des investissements. Un tout dernier mot. Oui, c'est le principe. Oui. Oui, les billets de train que tu vas payer à la SNCF, ils vont permettre de continuer de faire marcher les trains. Et puis ça va aussi pouvoir faire des rentrées. En fait, oui, quand on investit, ça fait des rentrées d'argent. C'est le principe. C'est que, voilà. Sur la tonalité de la campagne à venir, est-ce que vous savez qui a dit la phrase suivante? Ouvrez les guillemets, je ne veux pas qu'on oppose les territoires urbains au milieu rural. En 2022, nous n'avons pas réussi à travailler les deux axes en parallèle. Non, dites-moi. C'est Bali Bagayoko, maire insoumis de Saint-Nic. C'est votre ami noir qui a dit les bourgs et les tours. Alors, pourtant, Mélenchon, il a dit qu'il ne fallait que se concentrer sur les quartiers populaires. Alors, vous allez faire quoi, hein? Est-ce que vous allez l'écouter? Mais en fait, ça a toujours été notre objectif, et je crois l'avoir dit dès le début de cette interview, de parler au pays tout entier, en fait. Quand Jean-Luc Mélenchon, en septembre 2024, dit il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires, tout le reste, laissez tomber. Donc rappel, janvier 2024, donc pendant les élections européennes, une élection qui, historiquement, n'est pas favorable à la France insoumise. Donc une élection dans laquelle il faut réfléchir une campagne nationale en se concentrant sur des priorités, c'est-à-dire des priorités d'activer des gens qui d'habitude ne votent pas dans ces élections-là. Donc Mélenchon qui dit, façon les petits bourgeois, ils votent déjà pour les partis de petits bourgeois. Nous, il faut se concentrer sur les quartiers populaires, sur la jeunesse, sur les gens qui d'habitude ne votent pas aux européennes et qui d'habitude votent pour nous. Il parlait à des militantes parisiennes, notamment à Paris, où il n'y a que des petits bourgeois de merde qui votent pour ELV ou pour Place Publique. Actuellement, j'ai posé la question à Mélenchon, monsieur Duhamel, il fallait écouter. Non mais Emodem, toi tu sers juste à ce que les journalistes disent. Regardez, Mélenchon est un gourou des nouveaux médias mélenchonistes. Voilà, attention, tu n'es pas une journaliste sérieuse. Ta conférence de presse était de la garderie pour les mélenchonâtres, donc ils ne vont pas prendre en compte ta question. Il a ressorti la phrase que Mélenchon a dit à une militante qui lui a demandé comment on convainc. Oui, qui s'est retrouvé face à la même situation que nous tout à l'heure là, avec le Jean de je sais pas où là, et elle était en mode ouais mais sauf qu'il y en a ils veulent pas, ils disent que Mélenchon ils ont peur etc. Et dit écoute, concentre-toi sur les autres et le reste ils suivront, voilà, c'est tout, c'est une stratégie, c'est pas pareil de parler de stratégie, de parler de tactique. La stratégie c'est on parle à tout le monde en se concentrant particulièrement sur les classes populaires de toute la France, et la tactique c'est que du coup à ce moment-là, où est-ce que tu vas penser ton tractage, où est-ce que tu vas orienter ta stratégie en fonction du territoire où tu habites. Oui, ça s'appelle la tactique et la stratégie. La tactique c'est vers qui on va cibler, la stratégie c'est comment on mène une campagne nationale. C'est le principe. Ce n'est pas la même chose de dire aux militants, parce que quand vous êtes militant, vous devez faire des choix. Vous devez d'abord aller dans tel endroit, d'abord aller dans tel endroit. Et évidemment, c'est plus facile dans des espaces dans lesquels il y a une grande densité. La tactique, c'est le mouvement que tu fais à un instant T sur le champ de bataille. La stratégie, c'est comment tu vas diriger tes troupes pour gagner in fine. Donc la tactique peut servir la stratégie. Je veux dire, vraiment, doit servir la stratégie. Mais parfois, tu dois avoir une tactique défensive où l'objectif stratégique n'étant pas forcément atteint par la situation
situation objective dans laquelle tu es, bah du coup tu dois changer de tactique pour t'adapter au truc. Il y a la tactique et la stratégie. Mais il faut le faire partout, évidemment, et on a toujours défendu qu'on allait le faire partout. Et d'ailleurs, rien dans notre programme, quand je parle de santé, quand je parle de services publics, pardonnez-moi, mais ça s'adresse à la... Il faut qu'on termine. Attends, commencez pas à parler de santé et de services publics parce qu'il faut qu'on termine. Là, on en a marre. C'est bon. On vous a sorti la dernière petite phrase. L'interview est terminée. Voilà. Ici, on est sur France Inter. On n'est pas, on n'est pas avec les nouveaux médias mélanchonistes. Hein. Manuel Bompard d'avoir été au micro de France Inter. Merci. Merci. Pas merci à vous. Eh ben putain. Ah, je suis content. Parce que, ok, c'est les mêmes interviews de merde et c'est les mêmes questions de merde. Mais je suis content parce qu'on est enfin lancé en campagne, là. On a des trucs à dire, on a des trucs à opposer. On a des trucs à dire, bah là, c'est bon, on est en campagne, voilà notre stratégie, voilà vers quoi on va. Là, on a une direction, là, bordel. C'était éprouvant, mais voilà, la campagne est lancée. Les petites tortues sont de sortie. Imbuvable comme d'hab sur France Inter, mais bien sûr. Mais surtout, là où ils sont d'élus, France Inter, c'est de croire que leurs auditeurs s'en rendent pas compte. De croire qu'ils dégoûtent pas les gens. C'est aussi ça, quoi. Enfin bref, du coup, ça y est, la campagne est lancée. On est heureux. Dans un an, Mélenchon est président. Dans un an, tout change. Dans un an, le fascisme est écarté. Et voilà. Et c'est ça, la dynamique dans laquelle on est. C'est ça ce qu'on observe. C'est ça l'horizon qu'on a devant nous. C'est quoi qu'il arrive, si on n'a pas ça, on crève. Donc voilà, on n'a pas le choix. Allez, surtout les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Et merci beaucoup YouTube. Salut YouTube. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, partager ça, vous mettre dans le mood là. On se met dans le mood présidentiel. Allez, on commence.